8 Français sur 10 ont confiance dans l'eau du robinet. Pendant 8 mois, nous avons parcouru la France pour savoir s'ils peuvent la boire sans danger. Officiellement, tout citoyen a droit à une eau potable sans risque pour sa santé. Officiellement seulement. Car dans de nombreuses communes, l'eau est contaminée. Partout en France, les distributeurs ajoutent de l'aluminium dans l'eau pour la rendre plus limpide. Parfois, en trop grande quantité. Maxi 2320 ? Vous vous rendez compte que la santé de ces gens-là est en danger? C'est incroyable. Vous avez envie, vous, d'avoir une maladie d'Alzheimer? Ben, pas moi. L'aluminium favoriserait la maladie d'Alzheimer. Près de 3 millions de Français ont bu au moins une fois de l'eau non conforme en aluminium. En Charente, à Eure-et-Loir ou en Seine-et-Marne, la population boit une eau interdite pour les femmes enceintes ou les jeunes enfants. On ne peut pas décemment continuer à ouvrir le robinet et avoir la pourriture qui nous sort du robinet. Il y a quelque chose qui est tout à fait intolérable. En 2008, 5 millions de Français ont consommé au moins une fois de l'eau non conforme en pesticides, malgré les risques de cancer. Dans d'autres régions, c'est le radon, un gaz hautement radioactif qui se diffuse dans l'eau du robinet. Il y a 255 000 becquerels par mètre cube. 255 000 becquerels par mètre cube, j'ai jamais vu ça nulle part. Les citoyens et les élus boivent une eau chargée en radon sans en être informés. On n'a jamais eu d'analyse de radon, en tout cas qui nous ont été communiqués, et on n'est absolument pas au courant de ces résultats. Le radon est cancérigène, mais la France ne mesure pas sa présence dans l'eau. Une nouvelle menace vient aussi d'être identifiée. Sans le savoir, les Français boivent une eau qui contient des médicaments. En Normandie, dans le centre, en Charente, en Île-de-France ou en Auvergne, nous avons recueilli les preuves de ces pollutions. Nous les avons présentées aux compagnies de l'eau. Enfin, c'est des trucs, ça ne doit pas sortir de la maison, ça. C'est pas des documents publics. Hein. Ce truc-là, là. Et vous avez quelqu'un en interne qui vous a donné ça. C'est pas des documents. Voilà, d'ailleurs, c'est un document interne. Nous avons aussi interpellé l'État, censé protéger notre santé. Est-ce qu'on peut couper l'émission? On coupe l'émission. Voilà, c'est tout. 40 millions de Français boivent régulièrement l'eau de leur robinet. Plongés à nos troubles dans ce produit alimentaire et ses poisons cachés. Selon les derniers chiffres officiels, 16 millions de Français boivent une eau traitée avec de l'aluminium. D'après de nombreux scientifiques, cette substance est dangereuse pour leur santé. Pendant 20 ans, Guy Berton a travaillé sur l'aluminium. Comme des centaines de scientifiques dans le monde, cet ancien directeur de recherche au CNRS a étudié la toxicité de ce produit sur les hommes. Voici les résultats d'une étude australienne sur les souris qu'il vient de recevoir. On a réussi à créer la maladie d'Alzheimer en administrant de l'aluminium. Donc, quand même, c'est quand même là la forte présomption. Là, c'est une autre étude, canadienne cette fois-ci. Est-ce que l'exposition à l'aluminium est un facteur de risque pour le développement de la maladie d'Alzheimer? Oui, ça date déjà de 98, vous voyez. L'aluminium se fixe dans le cerveau, provoque des démences et pourrait déclencher la maladie d'Alzheimer. Depuis 35 ans, de nombreuses études arrivent à la même conclusion. Les traces qui s'accumulent dans votre cerveau jour après jour, ce sont justement ces traces-là que vous allez trouver dans les cerveaux des gens qui sont atteints de maladie d'Alzheimer après 20, 30, 40, 50 ans d'exposition. Si la maladie d'Alzheimer est due à l'aluminium, c'est à partir de ces quantités infinitésimales déposées jour après jour. Cela fait longtemps que Guy Berton est en colère. Car de nombreuses communes en France ajoutent ce toxique dans les tuyaux du robinet sans se soucier de leur impact éventuel sur notre santé. Mais pourquoi rajoute-t-on de l'aluminium dans l'eau? Tence, en Haute-Loire. C'est une petite rivière qui prend naissance dans cette vallée. Elle alimente les robinets de 4 villages, 3700 habitants.
Thierry Moulin est fier de l'eau de sa rivière, sans aucune trace de pollution, qui alimente sa station de traitement. Donc on est à l'origine des ruisseaux, donc on n'a pas de pollution chimique, pas de pollution industrielle, très peu de pollution agricole, pratiquement nulle, puisque c'est quand même un milieu rural où l'agriculture n'est pas intensive. Donc les problèmes de goût sont minimes. Voilà. Le seul problème de cette eau saine, c'est au moment des intempéries. L'eau se charge en boue, elle devient trouble. Ça nous provoque une coloration de l'eau qui est très difficile à traiter, même après décantation et après filtration. L'eau peut être un peu colorée. Jaune, marron. Voilà, elle est colorée, légèrement jaune. Et les abonnés, évidemment, ne sont pas très heureux d'avoir une eau distribuée, donc colorée. C'est dans cette station de traitement qu'on rend l'eau plus limpide. Le principe, utilisé par Thierry Moulin et le président du syndicat des eaux, est le même depuis 30 ans. Ça s'appelle la floculation au sulfate d'aluminium. Voici le bac qui contient le produit chimique. Oui, on a 3200 litres et ça nous fait à peu près une année de fonctionnement. Voilà, si vous en mettez sur les doigts, ça vous rend les doigts un petit peu râpeux. Donc il y a quand même une agressivité du produit. L'aluminium est injecté dans l'eau et capte les particules de boue en suspension. Mais il est très difficile à doser. Alors donc on utilise cette pompe doseuse, donc. Oui. Il faut doser le plus juste possible pour avoir une floculation correcte et éviter des dépassements en aluminium. Chaque matin, l'employé de la station analyse la présence d'aluminium dans l'eau pour vérifier s'il n'y a pas de dépassement de la norme fixée par l'Europe, 200 microgrammes par litre. Voilà, on avoisine pratiquement les 100%, donc ça veut dire qu'en aluminium, on est à zéro, pratiquement zéro. Donc ça veut dire qu'en aluminium, en sortie de station, on n'a pas d'aluminium. Donc là, c'est une bonne analyse. C'est qu'on est bien, quoi, voilà, pour le moment. Voilà. Aujourd'hui, l'eau est de bonne qualité, mais c'est loin d'être toujours le cas. L'eau de cette station de traitement dépasse parfois jusqu'à 4 fois la norme aluminium. Voici les analyses des autorités sanitaires pour l'année 2009. Et je voyais qu'il y avait quand même pas mal de dépassements en aluminium. On a des dépassements, oui. Parce que je voyais là, sur 10 analyses, vous avez quand même 6 fois des dépassements de normes, en fait. Et ces dépassements, vous en connaissez depuis un peu toujours, en fait Oui, c'est... Depuis tout le temps, pratiquement, on a eu ces problèmes de dépassement. Ouais. Sur l'aluminium, il y a quand même des chercheurs qui disent qu'il peut y avoir un lien entre les sels d'aluminium dans l'eau, en trop forte quantité, et la maladie d'Alzheimer. Oui, ça, je ne connais pas le problème, c'est possible. Oui. Vous en avez jamais entendu parler? Non. À Tence, dans la principale commune desservie par la station de traitement, le maire Jean Digonnet est-il informé de ces fortes teneurs en aluminium? On voit assez souvent des dépassements justement de la norme aluminium. Ces dépassements ne l'inquiètent pas plus que ça, car il reçoit des informations très rassurantes de la DAS, l'autorité qui contrôle la conformité de l'eau dans chaque département. Et en conclusion, qu'est-ce qu'ils mettent il faut le lire, Président. Réseau fiable, haute qualité sanitaire et satisfaisant. Oui, ça ne les empêche pas de vous dire que vous avez une bonne eau. Ah oui, voilà. Mais la DAS vous a jamais parlé de ça, de l'étude qui avait... Non. Pourquoi la DAS de la Haute-Loire ne s'inquiète-t-elle pas de cette eau trop chargée en aluminium? L'explication se trouve dans un autre village du même département. À Saint-Prégé-d'Allier, les dépassements sont encore plus importants. En 2008, les 180 habitants ont même bu une eau qui a dépassé jusqu'à 11 fois la norme en aluminium. Pour l'ingénieur sanitaire de la DAS qui nous rejoint, ces chiffres ne sont pas alarmants. David Ravel va nous expliquer que l'aluminium est une référence et non une limite de qualité. En clair, la norme existe, mais on peut la dépasser. Un joli tour de passe-passe réglementaire. Là, par exemple, effectivement, on a 936 microgrammes par litre en aluminium. Et on conclut quand même eau d'alimentation conforme. Tout à fait. Alors pourquoi? Parce que le paramètre de conformité par rapport à de l'eau est apprécié au regard des limites de qualité. Il n'est pas apprécié au regard des références de qualité, tout simplement.
Dans cette colonne à gauche, ce sont les limites de qualité. Quand les substances toxiques reconnues par l'État dépassent, l'eau est non conforme. Mais dans la colonne de droite, celle des références de qualité, lorsque l'aluminium dépasse la norme, l'eau est toujours conforme. C'est-à-dire si je suis dans cette colonne-là et que je dépasse, l'eau est non conforme. Exactement. Si je suis dans la référence de qualité que je dépasse, l'eau est quand même conforme. Exactement. C'est quand même un peu étrange, non? Non, non. Une référence de qualité ne traduit pas un risque sanitaire, ou pas un risque sanitaire direct en tout cas. Donc ça veut dire que l'aluminium, il n'y a pas de risque sanitaire avec l'aluminium, même si on dépasse les normes. Aujourd'hui, l'aluminium est une référence de qualité. Donc il n'y a pas de risque sanitaire. C'est pas considéré comme une limite de qualité. Ah oui, donc c'est quoi ça? Moi, j'ai pas d'appréciation à avoir, j'applique la réglementation. Pour l'ingénieur qui veille sur la santé des populations, ces dépassements en aluminium ne posent pas problème. Mais pour le chercheur Guy Berton, les habitants de Saint-Prégé-d'Allier sont déjà en danger quand ils boivent une eau qui atteint la moitié de la norme aluminium. En Europe, Bruxelles a défini comme norme celle de l'OMS, c'est-à-dire 200 microgrammes par litre. Mais tout le monde sait, enfin, disons les gens courants, savent qu'au-dessus de 100 mg par litre, vous allez doubler l'incidence de la maladie, le taux d'incidence de la maladie d'Alzheimer. Et bon... Et c'est très grave ce que vous dites, parce qu'il y a plein de communes en France où l'eau est à plus de 100 microgrammes. Je ne sais pas s'il y en a plein, j'en sais rien, mais en tout cas... Moi, je peux vous dire qu'on en a Ah oui, trouvé. alors s'il y en a, ben, ces gens-là sont en danger de... Ce sont les relevés de la DAS, Ouais. de Ah oui, ça m'intéresse. d'eau, Oui. de certaines communes où on est allé tourner. Oui, d'accord. Vous allez voir la... Ben, je connais les trucs, les formulaires, oui. Maxi 2320 ? Oh, non, mais c'est pas possible. Non, c'est un document de la DAS. C'est invraisemblable, ça. En 2320 microgrammes par litre. Dis donc, le cerveau va être joli, hein. Ah non, c'est invraisemblable. Mêmes analyses présentées à un autre chimiste, André Picot. Il a dirigé un laboratoire de recherche au CNRS. Cet ancien expert auprès de l'Union européenne a lui aussi travaillé sur l'aluminium. Oh là 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 là. Ouais, oui. Ouais, oui. C'est aberrant. C'est aberrant. Et le fait qu'on mette eau d'alimentation conforme alors qu'on est 4 fois au-dessus de la norme en aluminium... Vous savez, ça ne gêne pas beaucoup un certain nombre d'organismes d'État de couvrir ce genre de choses. Et oui, ben, il ne faut pas affoler les populations, c'est tout. Ah, respect des références de qualité, non. J'adore. Qualité. Mais malgré tout, c'est... Qualité. Si ça vous fiche la maladie d'Alzheimer, c'est simplement le non-respect d'une référence de qualité. Pardonnez-moi, mais j'appellerais ça de l'assassinat, moi. Les autorités laissent boire cette eau du robinet contaminée en aluminium bien au-delà des normes. Mais étrangement, depuis notre interview de l'ingénieur sanitaire de la Haute-Loire, la DAS a modifié ses bulletins d'analyse. L'eau n'est plus seulement conforme, une mention a été ajoutée. À noter, une teneur en aluminium bien supérieure à la référence de qualité. Quelques semaines plus tard, la commune de Saint-Prégé-d'Allier a abandonné le traitement à l'aluminium. Pourquoi la France ne protège-t-elle pas sa population contre le risque aluminium? Tout s'est joué il y a 12 ans, quand le ministère de la Santé a enterré ce dossier. En 1998, une équipe épidémiologique de Bordeaux travaille sur la maladie d'Alzheimer. Elle fait une découverte importante. Une forte teneur en aluminium dans l'eau du robinet pourrait être un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. C'est Jean-François Dartigues qui a supervisé cette étude. Elle a été publiée par son équipe à l'INSERM, un institut de recherche qui dépend du ministère de la Santé. Ses conclusions étaient formelles. L'aluminium multiplierait par 2 le risque de la maladie d'Alzheimer. L'exposition à un taux d'aluminium dans l'eau d'adduction supérieur à 100 microgrammes par litre était associée à un risque majoré de maladie d'Alzheimer, un risque à peu près augmenté de 50%. 100 microgrammes par litre, c'est la moitié de la norme actuelle.
Cette information fait l'effet d'une bombe et les gros titres de France Soir. Le 14 octobre 1998, ce journaliste publie l'information. Voilà l'article qu'on avait sorti à l'époque, donc avec les déclarations de Jean-François Dartigues et d'un certain nombre de scientifiques. Enfin bon, ça a été donc l'explosion immédiate. Lorsque Roger Langlais contacte Jean-François Dartigues, le chercheur est catégorique sur ses résultats. J'ai appelé Dartigues, celui qui dirigeait l'unité de recherche. Et puis, donc à l'époque, il se montrait très naturellement convaincu. Il disait, ça fait 2 ans qu'on vérifie nos résultats, donc on ne va pas encore les vérifier. Et il déclarait, on devrait tout de suite demander à la population, dans les communes où on atteint 100 microgrammes ou plus, d'arrêter de boire de l'eau du robinet, tout simplement, et de boire de l'eau en bouteille, en attendant d'utiliser un autre système. Et tout de suite, la préconisation, évidemment, de cesser de traiter l'eau du robinet avec de l'aluminium. Et vous dit ça à l'époque? Il me dit ça à l'époque, c'est vraiment très clair. Voilà. Il n'y a pas la moindre ambiguïté, il n'y a pas le moindre doute. Il n'en est plus au stade des doutes, il en est au stade des certitudes vérifiées. Le jour où François fait sa une, surprise. Une étude de l'INSERM de Bordeaux à prendre avec précaution. Elle établit un lien entre l'aluminium présent dans l'eau du robinet et puis la maladie d'Alzheimer. Jean-François Dartigues désamorce la bombe sur TF1. Le chercheur est soudain devenu très prudent. J'insiste sur le fait qu'il s'agit simplement d'une association statistique et qu'on ne peut pas, absolument pas conclure à une relation causale sur une seule étude. Pourquoi le scientifique a-t-il minimisé les conclusions de son étude? Le jour même, le chercheur Guy Berton était aux côtés de son collègue Jean-François Dartigues, juste avant qu'il n'accorde une interview à TF1. Selon lui, Jean-François Dartigues aurait reçu ce jour-là un coup de téléphone de Bernard Kouchner, alors secrétaire d'État à la Santé. Il a appelé Jean-François Dartigues au téléphone pour lui intimer l'ordre d'aller le soir même à TF1 démentir les propos qu'il avait tenus, qui plus est lui-même, dans l'article, dans l'interview qu'il avait eu avec le journaliste de France Soir et qui était rapporté dans l'article de France Soir. C'est le ministre de la Santé qui l'appelle en Absolument. Absolument. C'est ce que m'a dit Jean-François Dartigues en revenant, en me disant « Monsieur Berton, je suis désolé, je ne pourrai pas assister à votre séminaire de cet après-midi parce que Kouchner me demande d'aller à la télévision ce soir à TF1, sur TF1, démentir les propos tenus par mon équipe et moi-même concernant l'aluminium. » Certaines personnes m'ont dit que vous aviez reçu un coup de fil le jour justement de cette une pour vous demander d'aller minimiser un peu votre étude devant les médias. Absolument pas. Absolument pas. Non, absolument pas. Non, ça je peux vous affirmer, absolument pas. Guy Berton dit pourtant être sûr de lui. Il affirme se souvenir très bien de son indignation. J'ai dit qu'il n'était pas le chercheur du ministre, ni du gouvernement français, mais qu'il était le chercheur de la totalité de la population française et même de la totalité de la population mondiale. Voilà. C'est ça un chercheur. Le chercheur n'a pas de compte à rendre à un ministre. Voilà. Il a un compte à rendre à sa conscience, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il vous dit, lui, comme réponse? La réponse a été très simple. Alors là, je m'en souviens comme si c'était hier. Il a répondu oui, mais moi, si je veux des crédits l'année prochaine pour mon unité. Voilà, c'est tout. Malgré nos multiples relances, la chargée de presse du ministre Bernard Kouchner n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Je vous confirme que son emploi du temps est très chargé. Nous devons déjà refuser beaucoup de demandes d'entretien sur des sujets d'actualité essentiels. Les scientifiques vont se faire discrets, mais 2 ans plus tard, le ministère de la Santé commande tout de même une étude à l'AFSA. C'est l'organisme d'État qui veille sur la sécurité alimentaire des Français. En 2003, voici son rapport. 16 millions de Français boivent une eau traitée au sel d'aluminium. Près de 4 millions boivent même une eau qui dépasse la norme. Et pourtant, selon les experts de l'AFSA, il n'apparaît pas nécessaire de fixer pour les eaux une référence de qualité inférieure à 200 microgrammes par litre. Pour l'AFSA, l'affaire est réglée, on ne touche pas à la norme. Marie Favreau est directrice des risques sanitaires dans cet organisme. Aujourd'hui encore, elle est convaincue du bien fondé de cette décision. La référence de qualité qui est de 200 mg par litre d'aluminium, pour vous, est une bonne référence? Est une très bonne référence. Enfin, une très bonne. Est la référence de qualité. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous recommandez quand on dépasse la référence de qualité en aluminium? Alors, nous recommandons rien.
L'AFSA ne recommande rien, même quand la norme est largement dépassée, comme à Saint-Prégé-d'Allier par exemple. Là, par exemple, vous voyez, c'est une commune de Haute-Loire, c'est une analyse qui date de 2009. Il trouve en aluminium 1230 microgrammes par litre. Donc on est quand même 6 fois au-delà des références de qualité. Alors est-ce que cette eau doit être consommée ou pas? Je vous redis pour la dernière, enfin, je veux dire peut-être encore une fois de façon à être plus claire, que le rôle de l'AFSA, c'est de fixer ces fameuses limites de localité et de les donner aux gestionnaires. Voilà. Son rôle ne va pas plus loin et ne peut pas aller plus loin. Mais est-ce que vous avez établi des recommandations sur les dépassements? Est-ce qu'on doit consommer ou pas en fait? C'est ça la question qu'on se pose. L'attaché de presse intervient. Sophie, je pense qu'hier, on n'aborde pas les questions de la gestion. Ça, c'est le gestionnaire. Oui, mais c'est savoir quelles recommandations on a sur les dépassements de référence de qualité, en fait. Est-ce qu'il y a des recommandations ou pas qui existent, en fait? Est-ce qu'on peut couper l'émission? On coupe l'émission. Voilà, c'est tout. Mais en fait, j'aimerais comprendre pourquoi. Moi, je vous demande... Je vous demande de couper l'émission. En 2007, 2 700 000 Français ont bu au moins une fois une eau au-dessus de la norme aluminium. Nous n'en saurons pas plus. Quelles sont les communes touchées par ces dépassements? Lors de notre enquête, nous avons trouvé quelques villes, et pas seulement des villages comme Saint-Prégé-d'Allier et Tence, où la norme officielle est ponctuellement dépassée. Montbéliard, 26 000 habitants, juste au-dessus de la norme. Saint-Chamond, 35 000 habitants, également au-dessus de la norme. Saint-Brieuc, 46 000 habitants, plus de 4 fois la norme. Saint-Nazaire, 71 000 habitants, plus de 2 fois la norme. Ou encore Saint-Étienne, 175 000 habitants, là aussi plus de 2 fois la norme. Et pourtant, il existe une solution pour se passer d'aluminium et rendre l'eau limpide, sans aucun danger pour la santé. En France, les habitants d'une grande ville peuvent boire l'eau du robinet en toute tranquillité. Cette grande ville, c'est Paris. Depuis plus de 30 ans, la mairie a proscrit l'aluminium. C'est ici, en banlieue sud parisienne, qu'Eau de Paris traite les eaux de la Seine, distribuées au robinet des Parisiens. Cette eau est parfois boueuse et Bénédicte Velté, directrice adjointe de la qualité, nous montre l'autre procédé qu'on peut utiliser pour la clarifier. Alors qu'est-ce que c'est ça? Alors ça c'est du chlorure ferrique, c'est un réactif qu'on ajoute à l'eau pour faire la coagulation de l'eau, c'est-à-dire éliminer les particules qui sont en suspension dans l'eau. Et le chlorure ferrique c'est donc totalement inoffensif pour l'être humain? Ah oui, le chlorure ferrique est complètement inoffensif pour l'être humain. Ici, on utilise le chlorure ferrique parce que la ville de Paris avait souhaité avoir une teneur en aluminium excessivement faible dans l'eau du robinet. Et donc, Haute-Paris ne peut pas utiliser les sels d'aluminium afin de respecter en permanence une teneur en aluminium très très basse dans l'eau du robinet de Paris. Pourquoi un quart des Français, selon les derniers chiffres, boivent-ils toujours une eau traitée à l'aluminium et non pas au fer? Est-ce que c'est plus complexe à utiliser par exemple que les sels d'aluminium? Non. Non, c'est pas plus complexe à utiliser, c'est simple d'utilisation. Et est-ce que c'est plus coûteux par exemple que les sels d'aluminium? Non, c'est pas plus coûteux que les sels d'aluminium. Non, non, le coût est équivalent. Pourquoi on n'a pas généralisé ce principe en France? Le problème des sels ferriques, c'est que dans certains cas, ça peut donner une petite couleur à l'eau, parce que le fer est rouge, donc ça peut donner une petite couleur à l'eau. Mais là, on parle de choses qui ne sont pas dangereuses pour la santé. Même si l'eau est un peu colorée par les chlorures ferriques, c'est pas dangereux. Non, non, c'est pas dangereux, mais c'est l'aspect esthétique. Le consommateur est excessivement perturbé dès que l'eau a une couleur ou un trouble, ce qui est tout à fait logique. Hein. C'est la première perception que le consommateur ressent. Pour ne pas déplaire à leurs clients, par simple souci marketing, les distributeurs de l'eau préfèrent encore utiliser les sels d'aluminium. Du côté des grandes compagnies de l'eau, l'utilisation de ce toxique est tabou. Suez, le numéro 2 français, a refusé de s'exprimer sur ce traitement. C'est quand même un procédé qui est encore utilisé chez Suez. Oui, mais oui, c'est un procédé qui est utilisé, mais comme partout. Donc aujourd'hui, nous, on ne s'exprime pas sur ce sujet-là, quoi. Enfin, nous, aujourd'hui, on nous a dit, aucun intérêt de parler sur ce sujet, quoi. Pour nous, c'est un non-sujet. Veolia, le numéro 1 mondial, qui vend de l'eau à 24 millions de Français, a accepté de nous recevoir,
mais sans connaître les informations dont nous disposons. Nous nous sommes procuré un rapport interne de l'entreprise sur la qualité de l'eau. Il date de 2003. Voici ce qu'il préconise. Gérer le risque médiatique à propos de la maladie d'Alzheimer. Ce document indique noir sur blanc que Veolia a distribué une eau qui ne respecte même pas la norme aluminium à 1 100 000 Français. Chez Veolia, Boris David a été mandaté pour nous répondre. Cet hydrogéologue est tout de suite mal à l'aise quand on prononce le mot aluminium. Les sels d'aluminium, c'est largement utilisé dans vos usines de traitement? C'est utilisé, enfin, je pense qu'on privilégie aujourd'hui plutôt les chlorures ferriques et ce type de réactifs, mais c'est encore utilisé. Oui. Pourquoi on privilégie les chlorures ferriques? Je sais bien où vous voulez en venir sur les problèmes des résidus d'aluminium dans l'eau, c'est ça Oui, parfois il y a des dépassements de normes. Ouais. Il me semble qu'on les utilise toujours. Maintenant, bon, on respecte les normes. Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de dépassement majeur en aluminium sur nos usines. Le rapport interne de Veolia démontre le contraire. J'ai un document sur la qualité de l'eau, c'est un document qui date de 2003. Ce document, Boris David refuse au début d'en parler. Ça ne doit pas sortir de la maison, ça. C'est pas des documents publics. Hein. Le truc sur l'aluminium, vous m'avez montré. Je ne sais pas comment vous avez obtenu ça. Mais ça, ce truc-là, là. Des médias. Et vous avez quelqu'un en interne qui vous a donné ça. C'est pas des documents. Voilà, d'ailleurs, c'est un document interne. J'ai celui de 2009, si vous voulez, on peut regarder. Ah bah oui, ça peut être intéressant, ouais, si vous l'avez. À contre-cœur, Veolia nous livre le nombre de personnes qui ont encore bu en 2009 de l'eau qui dépasse régulièrement la norme aluminium. Je ne sais pas où vous avez vu ce document-là. Hein. Enfin, moi, ça m'inquiète de savoir qu'ils sont en circulation. Et sur la répartition nationale, globale, vous avez combien de personnes encore? Là, on en a global 106 900. Donc il y a encore 106 000 personnes qui ont des problèmes de qualité d'eau sur l'aluminium. Voilà. Tu veux faire des plans ou pas du document? Si je peux, bien sûr. Ouais, mais je pense pas. Non. Ouais. Non. Quelles sont les communes clientes de Veolia qui ont distribué cette eau régulièrement contaminée? Nous n'en saurons pas plus. Pourquoi les compagnies persistent à traiter l'eau du robinet avec de l'aluminium? C'est le chercheur Jean-François Dartigue qui va nous le révéler. Lorsqu'il publie son étude sur l'aluminium et la maladie d'Alzheimer, il rencontre les 3 grandes compagnies de l'eau. Pour passer au fer, elles auraient dû changer leurs installations. Elles ne le souhaitaient pas. J'ai discuté avec eux de ça. Eux m'ont dit à l'époque, mais c'était il y a 10 ans, ça peut être changé, que ça coûterait quand même nettement plus cher. Donc c'était un problème économique en fait. Il y a un problème économique derrière. Je pense que ça coûterait plus cher. Ça veut dire aussi que l'économie est passée devant la santé. Non, parce que je crois que on va pas dire c'est un problème. La santé est aussi un problème économique, si vous voulez. Il faut faire des choix. Qu'est-ce que vous voulez dire par faut faire des choix? Il faut choisir. Est-ce qu'on choisit la santé des enfants? Est-ce qu'on choisit la santé ou est-ce qu'on choisit la santé des vieux? On fait bien un choix. Donc l'aluminium et les personnes âgées, c'était pas forcément la priorité? Ça me paraît pas la priorité. Et même encore. 10 ans après l'étude épidémiologique française sur les facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer, l'aluminium n'est toujours pas une priorité pour l'État. Le ministère de la Santé ne recense pas les communes concernées par ce procédé. Pour d'autres polluants, l'État a l'obligation de protéger toute la population. Ce sont les nitrates et les pesticides. Pour ces polluants agricoles, la réglementation est formelle. Pas question de dépasser les normes. Pourtant, 5 millions de Français ont bu en 2008, au moins une fois, des pesticides. Et les autorités le leur cachent trop souvent. En Eure-et-Loire, écouter la radio vous rappelle qu'ici l'agriculture a depuis longtemps contaminé les réserves d'eau.
L'eau de Châteaudun est donc débarrassée pour un bon bout de temps de ces agents polluants. Le coût total de cette nouvelle station de traitement des pesticides, 2,5 millions d'euros. Écoutez, le maire, il est soulagé. Je suis soulagé parce qu'on se rendait compte qu'il y avait une dégradation de notre eau de captage et malheureusement une dégradation de l'eau que nous distribuions à la population. À Châteaudun, l'eau est de nouveau conforme. Mais dans de nombreux villages, les habitants consomment toujours une eau non potable, contaminée par les pesticides et les nitrates. Lauriane Delorme connaît bien la gravité de cette pollution. Elle est technicienne à la DAS du département, l'administration qui contrôle la qualité de l'eau. Bonjour, vous allez bien? Aujourd'hui, elle vient faire des prélèvements au captage de Romilly-sur-Aigre. Ici, un pesticide interdit depuis 2003, l'atrazine, contamine l'eau du robinet jusqu'à 6 fois au-dessus de la norme. On dépasse régulièrement les 0,6 microgrammes par litre d'atrazine et de déséthylatrazine. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, parce qu'il y a une interdiction pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 10 kilos, selon les recommandations de l'AFSA. Et c'est une eau que vous boiriez? Moi, je ne la donnerais pas à mon enfant et pas si j'étais enceinte. C'est notamment des risques de cancer ou de mauvais développement. L'origine de cette pollution n'est pas à chercher bien loin. À quelques mètres du captage, des champs à perte de vue. Et effectivement, ici, dans des zones de grande culture. Oui, toute la Beauce, c'est une région céréalière, donc beaucoup de blé, de maïs, pommes de terre. Et on pourrait pas se dire justement, faut arrêter toutes ces cultures à proximité des captages. C'est peut-être la seule solution pour s'en sortir. C'est très tendancieux. Pourquoi? Parce que de demander aux agriculteurs d'arrêter tout traitement pesticides, eux vous répondront oui, mais nos rendements vont tellement baisser que la production ne sera pas possible, ne sera pas rentable et on ne pourra pas vivre. Grande culture, contrôle de qualité. Jusqu'à présent, c'est l'agriculture intensive qui a été privilégiée. Depuis maintenant plus de 10 ans, les habitants de ce village boivent une eau dangereuse pour les femmes enceintes et les jeunes enfants. Et cette commune est loin d'être un cas isolé dans le département. Dans ce courrier du 19 juin 2009, le préfet d'Eure-et-Loir dépeint une situation sanitaire très inquiétante. La situation en Eure-et-Loir est toujours aussi alarmante. Les anomalies recensées concernent essentiellement les nitrates et les pesticides. C'est le département de la région qui compte le plus grand nombre de réseaux délivrant une eau juridiquement non potable. À la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, le directeur adjoint nous révèle l'ampleur de cette pollution. Il calcule le nombre d'habitants qui boivent une eau non conforme en pesticides et en nitrates. Alors je commence par les nitrates, si vous voulez. 49 773 habitants, c'est-à-dire près de 50 000 personnes. En gros, près de 12% de la population départementale qui a reçu en 2008 à son robinet une eau à teneur en nitrate supérieure à la limite légale de qualité. 50 000 personnes. 50 000 personnes. Donc ce sont tous ce qu'on voit en rose et en rouge sur la carte en fait. Voilà, ce sont ces deux couleurs qui symbolisent, ça c'est au-delà de 70 mg par litre et cette couleur-là entre 50 et 70 mg par litre. Vis-à-vis des pesticides, la limite de qualité de 0,1 microgramme par litre est dépassée pour tout ce qui est rose ou rouge. Le bilan pour 2008, 71 000 personnes concernées par des dépassements de 0,1, c'est-à-dire un peu plus de presque 17% de l'effectif départemental. Quels sont les risques pour tous ces habitants qui consomment ces polluants en trop grande quantité? Ce sont les bébés qui sont les plus exposés aux problèmes d'oxygénation liés aux nitrates. Donc le nourrisson peut subir de manière plus importante ce phénomène d'anoxie, c'est-à-dire empêchement d'oxygénation de son organisme, parce que les nitrites sont fixés et ils empêchent l'oxygène de venir se fixer au niveau des poumons. En fait, quand le sang, c'est une anoxie, une asphyxie. Pour les pesticides, si on dépasse les troubles neurologiques, peut-être maladie de Parkinson, des troubles de la reproduction, des troubles neurologiques éventuels, ce sont les hypothèses qui sont aujourd'hui investiguées, certaines formes de cancer. En gros, je pense qu'avec ces trois interrogations de risque sanitaire, ça suffit pour dire faisons respecter ce que prévoient les textes. La première obligation de la DAS, c'est d'informer les communes qui doivent alerter leur population. Mais les maires le font-ils vraiment? La Seine-et-Marne et ses routes bordées de champs
Après l'Eure-et-Loire, c'est le deuxième département de France le plus contaminé par les nitrates et les pesticides. La Cambrie qui est là, le Mininel, les Ormeaux. Marie-Paul Duflot préside l'association Nature Environnement Seine-et-Marne. L'eau potable, elle en a fait son combat. Actuellement, il y a combien de communes qui ont de la restriction à la consommation sur l'eau potable? Bon, il y a environ une soixantaine. Malheureusement, on a laissé la situation sans s'en préoccuper trop pendant de nombreuses années. Et puis, mais ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça fait pas mal, oui. Pas mal, surtout que j'ai l'impression que la plupart du temps, les habitants ne sont pas au courant. Nous allons contrôler 3 communes qui distribuent au moment du tournage une eau non conforme en nitrate ou en pesticides. Première mairie, Lumininel-Ormeaux. Pour certains quartiers du village, le taux de pesticides dépasse 7 fois la norme. Première inspection, les panneaux d'affichage extérieur. Et la réunion du conseil communautaire, bon, il n'y a rien. À l'intérieur, même constat. Bon, il y a quand même risque d'intoxication du monoxyde de carbone, ils sont conscients de ça. Par contre, l'eau potable, ça n'a pas l'air de faire partie des... Madame le maire, est-ce qu'elle est là Non, je ne suis pas disponible. Ah, c'est vous, madame. Je fais un reportage sur l'eau et la manière dont les mairies communiquent sur la qualité de l'eau. Oui. Vous prenez un rendez-vous parce que moi, aujourd'hui, je n'ai pas le temps. D'accord, mais c'était juste pour savoir pourquoi ça n'était pas affiché alors que c'est une obligation de mairie d'afficher. C'est affiché en principe dans les mairies. Bah oui. Donc voilà, c'est pas là aujourd'hui, c'est pas de chance. D'accord. C'est pas de chance. Mais Donc pour les citoyens, c'est pas de chance. Oui, mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Sympathique. Ouais, très sympathique. Ce qui s'appelle se faire jeter. Deuxième commune, Gatun. L'eau est au-dessus de la norme de 50 mg par litre pour les nitrates et 6 fois plus pour les pesticides. Bonjour. Je suis Sophie Le Gall, je suis journaliste pour France 3. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. En fait, on réalise un reportage sur l'eau du robinet. Oui. Et puis là, on fait un petit tour des mairies dans le coin pour voir un peu comment ils communiquent auprès de leur population sur la qualité de l'eau. Ah bah vous êtes tombé sur la bonne mairie. Pourquoi je suis monsieur Pichot, le maire de Gatun. Vous pouvez nous montrer un peu en termes d'affichage ou de communication à la population comment vous procédez Les relevés. Ah, ils sont dehors. Les analyses ne sont affichées nulle part. Et vous savez que c'est obligatoire d'afficher en mairie? Oui, je sais. Mais pourquoi ça n'a pas été fait alors? Ah, madame, pourquoi que ça n'a pas été fait? Pourquoi que c'est fait? Pourquoi que c'est... Vous savez, je vous le dis, je vous le répète, on n'a aucun malade, aucun mort. Des fois, je blague avec les gens. L'eau, mais on n'a pas grand-chose, nous. Enfin, c'est beaucoup. C'est les pesticides qu'on a. Et les nitrates. La secrétaire vient de sortir ce document d'un tiroir. Il confirme bien des dépassements en nitrates et en pesticides. Voilà. Et là, il y a des restrictions à la consommation là, sur ces relevés? Si, bien sûr. Ah non, mais que les femmes enceintes et puis les nourrissons, oui. Les nitrates et les pesticides sont reconnus maintenant par tout le monde comme étant d'origine agricole. Qu'est-ce que vous connaissez faut arrêter de dire ça, faut arrêter. Alors là, vous allez me mettre en colère, là. Parce que moi, pas de chance, le maire est un ancien agriculteur. Les agriculteurs sont quand même responsables en partie de ces taux de pesticides et de nitrates élevés dans l'eau quand même. Oui, mais je vous dis pas le contraire. Je vous dis pas le contraire. Mais heureusement qu'il y en a quand même des agriculteurs parce qu'on ferait plus de faim. Dernière commune, Courpalais. Ici aussi, l'eau potable dépasse la limite en nitrate et 4 fois la norme pesticide. Devant le parvis de la mairie, surprise, une future maman embarque des bouteilles d'eau. Donc qu'est-ce que vous faites là en fait? C'est parce qu'en fait, comme je suis enceinte, je vous ai demandé des aides et on m'a dit que j'avais le droit à des bouteilles d'eau. Une par jour en fait. Voilà. Tous les mois, les gens, alors on distribue de l'eau aux femmes enceintes et aux femmes enceintes. Donc à partir du 4e mois de grossesse jusqu'aux 10 kilos d'enfants. Mais monsieur le maire arrive. On a rentré beaucoup de masques, etc. Et on n'a pas de... Charles Saadia est maire depuis 2 ans. On n'avait pas de place, donc on a aménagé cet endroit pour... De mémoire d'élu, on s'est toujours soucié des femmes enceintes et des nourrissons. Son prédécesseur distribuait déjà des bouteilles d'eau. On rentre une palette chaque 15 jours à peu près. Donc ça fait, je vous dis, 300 €, c'est exactement 132 € la palette. Voilà, donc ça vous coûte combien par mois?
300 €, 260 € précisément. Oui, sur un budget communal, c'est quand même pas énorme. C'est pas énorme. Ça rassure beaucoup de gens et puis franchement, c'est pas un coût exorbitant, ça nous fait quoi, 3 000 € par an? Oui, il faut le faire. Oui, non, c'est même pas il faut le faire, c'est un devoir de solidarité, c'est un devoir, oui, non, ça c'est pas des choses qui me gênent beaucoup, hein, franchement. En tout, sur les 5 communes testées lors du tournage, une seule informe sa population et protège les femmes enceintes et les nourrissons. Voilà. Au revoir, bonne continuation. Au revoir, monsieur. Au revoir. Retour en Eure-et-Loire. Face à l'ampleur du désastre, les autorités sanitaires locales ont enfin décidé de réagir. Aujourd'hui, le directeur adjoint de la DAS du département a rendez-vous avec des élus d'un village qui connaît de gros dépassements en nitrates et pesticides. Jean-Claude Guéral a imaginé un nouveau moyen pour faire pression sur les maires. Tant que l'eau ne sera pas potable, ils ne pourront plus construire de lotissements. Le raisonnement a été assez simple, c'est de dire dès lors que l'eau n'est pas potable, c'est déjà ennuyeux pour la population actuelle et l'État fait pression sur les élus pour améliorer la situation. Mais il n'y a aucune raison pour qu'on laisse venir des populations nouvelles. Ça suffit, l'effectif concerné est déjà assez important, ça suffit comme ça, c'est pas la peine d'aggraver le processus. Jean-Claude Guéral est accueilli par le maire, également agriculteur, qui est un peu tendu. Allez-y, rentrez, on va vous laisser ouvrir. Les 10 logements qu'il espérait construire sont pour l'heure compromis. La sous-préfète, Anne Laparre-Lacassagne, s'est aussi déplacée pour faire passer le nouveau message de l'État aux élus dépités. Je trouve que c'est quand même un peu dommage qu'on ait mené une réflexion qui date, je ne sais pas depuis combien de temps que ça date cette réflexion, depuis 1 an et demi, peut-être 2 ans, qu'on ait mené toute cette réflexion-là, qu'on arrive à cette proposition-là au concret, et puis qu'aujourd'hui qu'on nous dise que c'est pas possible. Donc c'est un peu dans cet esprit-là, enfin dans cette interrogation-là, qu'on demande à la DAS et à l'État des explications. Voilà. Ce qui est normal. D'emblée, l'État va mettre les points sur les i. On cumule les inconvénients puisqu'on a à la fois des dépassements de qualité vis-à-vis des nitrates, qui sont importants, qui datent depuis plus de 15 ans, et surtout en matière de pesticides. C'est-à-dire on rencontre ici des situations de concentration comprises entre 0,4 et 0,6, c'est-à-dire 4 à 6 fois la limite de potabilité. Donc l'État ne souhaite pas du tout qu'on crée des lotissements en extension dès lors que la question de l'eau n'a pas été réglée, quoi. On se fait quand même un peu guillotiner là, je trouve. On est un petit peu... bon, il y a un mode d'exploitation qui a fait qu'on est dans cet état-là aujourd'hui, mais on faisait ça avec la bénédiction de l'État. Vous savez, tous les pesticides qui se retrouvent dans la nappe, et c'était des produits homologués, donc on n'était pas hors la loi. C'est pas moi qui vote les lois, c'est pas moi qui écris les règlements. Oui. On est juste payé pour les faire appliquer ici. Et on les fait pas trop appliquer parce que sinon on aurait été plus rigoureux depuis plus longtemps. On a été extrêmement patient pendant un certain nombre de temps. Et là maintenant, la qualité et la situation du regard de l'eau est telle qu'on n'a plus le choix. Donc on est obligé de durcir notre position et d'être dans cette logique de donnant-donnant. Vous voyez bien qu'effectivement, mais on accompagne. On n'est pas non plus borné, d'accord? Et pourquoi vous dites on a été patient? Pourquoi on a été patient pendant longtemps? C'est grave. On a peut-être eu tort. Dans l'Eure-et-Loire, l'État met la pression sur les maires. Mais en Seine-et-Marne, il donne des permis de délivrer une eau juridiquement non potable. Cela s'appelle une dérogation préfectorale. L'échelle, petit village de 530 habitants. Aujourd'hui, monsieur le maire a rendez-vous à la préfecture. Il souhaite obtenir le droit de donner à sa population une eau qui dépasse la norme. Selon lui, cela fait plus d'une génération qu'elle est régulièrement contaminée par les pesticides et les nitrates. Ça vous inquiète pas que les gens boivent de l'eau chargée en nitrates et en pesticides depuis maintenant 20 ans ici? Oui, facilement. Ça vous inquiète pas, ça? Je sais pas. Je sais pas quoi vous répondre là, mais c'est vrai que bon, c'est des années et des années que c'est comme ça. Pour décrocher une dérogation de 3 ans, les maires doivent s'engager à régler leur pollution de l'eau.
Mais la commune d'Edmond-Caluzny a déjà obtenu une première dérogation et rien n'a été fait. Pendant la première dérogation, non, il n'y a pas eu de travaux de fait parce que il y a plusieurs communes concernées et puis c'était beaucoup de discussions pour pouvoir élaborer ce projet. Donc c'était pas tellement concret, si vous voulez. Quelques heures plus tard, Edmond-Caluzny sort de la préfecture, accompagné de 2 autres maires, eux aussi satisfaits. Ils ont obtenu une deuxième dérogation. Et ils savent que les travaux ne seront pas finis dans 3 ans. Mais si ça dure plus de 3 ans, on va être obligé de refaire une troisième dérogation. Elle a dit que c'était la dernière. Hein. Ah oui, oui, mais en principe, on peut en avoir une troisième. Hein. Oui. Alors on espère que à ce niveau-là... C'est un peu plus difficile. Hein. Oui. Mais bon. Vous pensez que vous n'allez pas réussir à faire les travaux dans les 3 ans en fait? Non. Pas tout. Fin 2011, donc les travaux vont démarrer et ça va durer 4 ans. Donc ça va nous emmener en 2015. Hein. Les habitants de l'Échelle devront attendre encore 5 ans avant d'avoir de l'eau potable à leur robinet. Ces dérogations peuvent s'éterniser jusqu'à 9 ans. Et pendant ce temps, le ministère de la Santé oublie de dire aux populations que l'eau peut être interdite pour les femmes enceintes et les nourrissons. Sur son site internet, voici ce que le ministère se contente d'indiquer: eau d'alimentation conforme par dérogation. Dans le local de son association, Marie-Paul Duflot découvre que ces eaux qui dépassent par exemple les normes nitrates sont déclarées conformes par l'État. Eau d'alimentation conforme, effectivement, je trouve que cette phrase n'est pas judicieuse. Restriction d'usage. Non, il n'y a pas les restrictions d'usage, effectivement. Oui. Ah oui, c'est effrayant. On va dire que ça permet à ceux qui ont demandé de rédiger ça de se sentir relativement à l'aise, puisque c'est écrit conforme par dérogation. Mais en réalité ça leur permet d'avoir peut-être moins de citoyens qui se révoltent contre une eau non conforme. Sans doute. Le préfet du département de la Seine-et-Marne est-il informé de ce défaut d'information? Nous décidons de lui montrer le site internet du ministère de la Santé et l'interview d'un maire qui a déjà obtenu 2 dérogations avec la bénédiction des services de la préfecture. Monsieur le préfet, Michel Guillot, est convaincu du bien fondé de ces dérogations sur l'eau. Pourquoi l'État accorde des dérogations aux communes qui ont des dépassements? Si l'État accordait des dérogations et que rien ne se passe, ce serait, pardonnez-moi, complètement inutile. Mais l'État n'accorde de dérogation que parce que la commune s'engage à un projet de réalisation d'investissement qui aboutira à terme à une solution pérenne, donc à une qualité de l'eau satisfaisante. Alors je vais vous montrer, dans les lieux de Seine-et-Marne, qu'il y a des dépassements de sa commune en pesticides et en nitrates, et qui a lui aussi, on est à sa 2e dérogation. Alors le préfet est quand même un peu fautif. Ah oui, ça, sans doute. Tous les ans, je demande une dérogation parce que je mets toujours de mon eau, que les travaux avancent pas, et il me la donne. Alors expliquez-moi ça. Ça fait combien d'années que vous avez des dérogations? Oh, ça fait 3 ans. Vous allez encore en avoir là? Oui. Il ne faut pas comprendre la dérogation comme étant le fait de retarder la décision politique. On a un peu parfois l'impression quand on les écoute, les maires. Quelques maires, encore une fois, voyez un certain nombre... J'aurais pu autant présenter d'autres qui disent « mais oui, on est d'accord, ça ne nous arrange pas, mais le préfet a raison de nous obliger à... » C'est comme ça. En Seine-et-Marne, 106 communes, 20% des mairies du département sont toujours sous dérogation. Pourquoi l'État n'alerte-t-il pas la population dont le préfet a la responsabilité? Les nitrates, effectivement, on est à 64 mg par litre, donc on est effectivement au-dessus des normes. 50. Et pourtant, quand on regarde la conclusion, il est écrit « eau d'alimentation conforme par dérogation ». Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne façon d'informer les gens? Elle pourrait être formulée différemment. Je suis une femme, je m'installe dans cette commune, je veux voir la qualité de mon eau, par exemple, notamment. Je vois eau d'alimentation conforme par dérogation. Je me dis donc j'ai une eau qui n'a pas de problème. Et pourtant, c'est une eau qui est interdite à la consommation pour les femmes enceintes. Écoutez, oui, ça manque sans doute d'éléments de précision. Je suis d'accord avec vous, oui. Il faudra je l'indiquerai au ministère de la Santé et également au service d'action sanitaire et sociale, oui, c'est sûr. Ça n'est pas un mensonge, simplement c'est une imprécision, d'accord, ou une ambiguïté, d'accord. L'État protège mal les habitants
Et des entreprises en profitent pour leur proposer des solutions miraculeuses. Ils leur promettent une eau qui protégerait soi-disant leur santé, comme en Eure-et-Loire. Tu veux de l'eau, Loulou? Aurélie Rive s'est installée 2 ans plus tôt à la campagne pour la qualité de vie. Cette maman découvre alors que l'eau du robinet est non conforme en nitrate et 2 fois au-dessus de la norme pour les pesticides. Merci. Cette situation la préoccupe car elle a 2 enfants en bas âge, dont Lauric, 1 an. Qu'est-ce qui vous inquiète plus précisément pour les enfants, par exemple? Beaucoup les... Enlève ta tétine. Beaucoup les pesticides. Les pesticides parce que pour les... Voilà. Pour les petits... Pour les petits garçons, surtout... je sais que surtout pour les jeunes enfants, c'est dangereux. Et puis, pour se dire, on boit de l'eau du robinet et puis on sera en bonne santé, on va pas être malade parce qu'on décide de boire l'eau du robinet, quoi. Malgré tout, Aurélie donne de l'eau du robinet à son fils, mais filtrée, car elle s'est équipée d'un appareil qui traite l'eau. Donc en fait, on a installé un calibrodénitrateur. Ça purifie l'eau, ça enlève nitrate, pesticides et calcaire. Alors, on avait possibilité d'avoir 2 réglages, comparaison Volvic ou Evian. Ce qu'on a fait, on a opté pour Evian, c'est parce qu'on nous a précisé que quand on mettait ce genre d'appareil, qu'on choisissait ces dosages, on pouvait utiliser l'eau pour les biberons des enfants. Aurélie et sa famille ont acheté cet appareil lorsqu'un commercial est venu les informer de la mauvaise qualité de leur eau. Voilà, ça c'est le dossier de la société qui nous a vendu le calibrodénitrateur. Il avait un tableau complet sur toutes les communes et la commune de Trizay-les-Bonnevalles était dans son tableau et c'est là qu'il nous a montré l'étude exacte, les chiffres exacts de la commune. Et ça vous a coûté combien? Alors, 3 000 €. 3 000 €. 3 000 €. Oui. C'est quand même un sacré investissement, 3 000 €. C'est un gros budget qu'on a financé, nous, par un petit crédit sur quelques années. Mais oui, effectivement, c'est un bon gros budget. Cette entreprise qui démarche les particuliers en leur garantissant une eau de qualité, tient-elle ses promesses? Nous avons fait analyser l'eau du calibrodénitrateur. Le taux de nitrate a un peu baissé, mais à 40 mg par litre, l'eau est déconseillée pour les nourrissons par la plupart des pédiatres. Pour les pesticides, l'appareil ne retient rien, l'eau est tout bonnement non conforme. Nous prenons rendez-vous chez Aurélie avec la société Fabre, qui n'est pas informée des résultats de nos analyses. Qui est installé en garage. L'un des responsables de l'entreprise va d'abord nous vanter les mérites de son appareil, censé supprimer les pesticides et la quasi-totalité des nitrates. On va garder à peu près 10%, en moyenne selon les réseaux, environ 10% de ce qui est contenu au départ. Donc là, ici, on est autour de 60 mg par litre. Donc on va être en dessous de 10 mg par litre de nitrate. Et au niveau des pesticides, ça retient les pesticides Alors, également? Nous avons du charbon actif à l'intérieur de cette cartouche qui a la faculté d'enlever les pesticides. On est à 0,18 microgrammes par litre, donc le calibrodénitrateur peut traiter. Pas de chance pour l'entreprise, nos analyses démentent totalement ces belles paroles. Parce que je voulais vous montrer quelque chose, parce qu'en fait, on a fait, nous, analyser l'eau traitée ici, et on a eu des petites surprises quand on a reçu l'analyse, puisque vous voyez, en nitrate, on est à 40 mg par litre. Donc, non mais attendez, là. C'est quoi votre truc? Vous vous plaignez que ça marche pas et vous amenez une télé pour ça? Nous, on a fait des analyses sans savoir ce qu'on allait trouver. Non mais là, je peux pas vous répondre comme ça. Parce que vous me disiez qu'on devait tomber en dessous de 10 à peu près. Là, on est à 40. C'est obligatoire de tomber en dessous de 10 sur un appareil bien réglé, bien entretenu, qui fonctionne comme il faut. Et pourtant, on est à 40. Oui. Donc c'est que ça marche pas. C'est que ça marche pas suffisamment bien. Je suis entièrement d'accord. L'eau est non conforme aux yeux de la loi. Cette eau-là est non conforme. Ça, c'est les pesticides, ça? Voilà. Ce que vous non, il voyez n'y a là, pas de conclusion. Ce que vous voyez là, c'est l'atrazine. Aurélie découvre elle aussi les résultats et la mauvaise qualité de l'eau qu'elle donne à ses enfants. Et si vous voulez, la norme en France, c'est 0,1. Donc on est au-dessus de la norme. D'accord. Madame Rive, quand vous voyez ça, ça vous satisfait?
Non. Moi, ce qui m'embête surtout, c'est les nitrates, parce que je donne l'eau. On est arrivé ici, mon bébé avait 6 mois, et le commercial nous avait bien expliqué qu'il y avait un agrément qui a été délivré, qu'on pouvait mettre l'eau dans l'eau des biberons. Aurélie paye 2 fois pour une eau contaminée. Une première fois pour un appareil qui ne marche pas, une seconde fois à sa commune qui distribue une eau juridiquement non potable. Mais les communes ne sont pas les seules à vendre de l'eau au-delà des normes. Les grandes compagnies de l'eau aussi. Voici par exemple les analyses de 5 communes de la Seine-et-Marne sous dérogation préfectorale qui dépassent les normes nitrates ou pesticides. C'est Veolia, le numéro 1 mondial, qui commercialise cette eau. Ce géant de la distribution contrôle pourtant tous les jours la qualité de son produit. Ça commence par la saveur. Voici ce que les laborantines doivent détecter dans l'eau. Donc moisi, hydrocarbures, terre, chlore et pharmaceutique. Chaque matin, elle goûte les eaux de la région parisienne, comme on déguste un bon vin. Néant. Aujourd'hui, rien à signaler. Et est-ce qu'on peut détecter comme ça, par exemple, la présence des nitrates ou des pesticides? Non. Non, on ne peut pas. Là, c'est vraiment juste... c'est une analyse sensorielle, donc du coup, on ne peut pas savoir réellement ce qu'il peut y avoir dans l'eau. On peut juste déterminer effectivement s'il y a une odeur ou une saveur, mais pas plus. C'est-à-dire qu'on peut avoir une eau finalement qui a un bon goût mais qui est de mauvaise qualité ou inversement. Voilà. Bactériologiquement aussi, des fois elles sont bonnes en saveur mais pas bactériologiquement et vice-versa. Le goût n'a donc rien à voir avec la qualité sanitaire de l'eau. François Enguéhart dirige ce laboratoire de Veolia où sont analysées les propriétés bactériologiques ou chimiques de l'eau du robinet. Voilà, bon, peut-être on va commencer ici. Donc, au centre d'analyse environnementale, on analyse environ 200 000 échantillons tous les ans. On ne verra pas d'atrazine, mais... Ici, on analyse notamment l'atrazine, ce pesticide qui contamine le plus souvent l'eau du robinet. Quand vous trouvez régulièrement, par exemple, de l'atrazine ou un autre pesticide dans une eau, Oui. qu'est-ce que vous faites? Alors nous, on est laboratoire, donc nous, on l'analyse et on le dit à l'exploitant. Après, ce qui est possible de faire, effectivement, ça va être de mettre en place un traitement complémentaire sur l'usine. Mais de nombreuses communes, approvisionnées par Veolia, n'ont pas d'usine de traitement. Nous avons mis le doigt sur un dossier sensible. Aussitôt, le chercheur le signale à son directeur et au service de presse. On va poser des questions sur est-ce qu'il y a des villes, est-ce qu'il y a des villes où il y a un réseau de l'atrazine, tout ça. Est-ce qu'il y a des collectivités où il y a de l'atrazine. T'en prends un nom? Non. C'est la vérité, oui. Alors, j'ai de la com et de la presse, vous commencez à nous parler de vérité, alors on est dans la merde. Pourquoi Veolia distribue une eau trop chargée en nitrate ou en pesticides à certains de ses abonnés? L'hydrogéologue Boris David va d'abord tenter de le minimiser. Il y a des communes en France dont vous occupez où on voit quand même des dépassements réguliers en pesticides ou en nitrates depuis plusieurs années. Comment ça se fait que le problème n'ait pas été traité? Des communes, oui, enfin, les pesticides en général, je pense que maintenant on le maîtrise bien, on a des filières de traitement. Oui, mais il y a des communes rurales où parfois on voit le problème depuis 10 ans par exemple. Ça fait 10 ans que ça dure, 10 ans que les gens consomment une eau avec des taux de pesticides au-delà de la norme ou des taux de nitrate au-delà des normes. Mais oui, enfin, vous pouvez me dire lesquels? Oui, je peux vous montrer, ouais. Attendez, excusez-moi, un grand combat. C'est là que tu avais interviewé ce monsieur, là, c'est ça? En Normandie? Non, c'est en Seine-et-Marne, par exemple. Vous voyez, alors, ce sont des petites communes, mais par exemple, vous voyez là, Gâtin, vous voyez, donc c'est Veolia. Voilà, en nitrate, on est à plus de 60. En pesticides, on est à 0,72 microgrammes, donc on est 7 fois au-delà de la norme.
On a ça dans plusieurs communes, par exemple de Seine-et-Marne, Saint-Brice, l'Échelle, les Ormeaux, Bochery, Saint-Martin. Et effectivement, dans certaines communes, ça dure depuis plus de 10 ans. Toutes celles qui sont là, ça fait plus de 10 ans. Ok. Je ne connais pas ces situations précises, mais je vous dis, dans ces cas-là, on essaye de les inciter à gérer les pollutions en amont. Si le maire ne veut pas faire, nous n'avons pas beaucoup de levier d'action. Donc ça veut dire que parfois la raison économique passe devant la santé, par exemple. Oui, on peut voir comme ça. Ouais. Les travaux incombent aux mairies, mais d'autres compagnies de l'eau ont été condamnées pour avoir vendu une eau non conforme. En Charente, une poignée de citoyens a réussi à faire condamner un géant de l'eau. Cette bataille judiciaire s'est déroulée à Moutier. Il y a 9 ans, ces 2 enseignants et ce douanier ont découvert que la SOR, le numéro 3 français, vendait à 11 000 personnes l'eau contaminée de ce captage de la Forge. À partir de 1991, on était au-delà des normes. On est monté jusqu'à 0,6, 0,7 pour le cumul de pesticides et encore simplement sur les 2 pesticides, les 2 désherbants du maïs. Donc on était à 6 à 7 fois les normes en fait. Pour certains éléments, et notamment pour les pesticides isolés, oui, on était largement dans cette ampleur-là, oui. On était un peu révoltés, faut bien dire. On se dit c'est quand même pas croyable qu'on n'ait pas été informé d'une part, et puis faut faire quelque chose, quoi. Bon, alors cette espèce de merta qu'il y a là-dessus, quoi. C'est une merta. Pour attaquer la SOR, il a d'abord fallu faire la preuve de la contamination. Pour nos citoyens, ce fut la chasse aux bulletins d'analyse, qui sont pourtant des données publiques. Dans certains cas, ça a été relativement facile parce qu'on a pu les avoir dans des archives municipales. Et puis dans d'autres cas, on s'est heurté à un refus des syndicats des eaux de nous transmettre ces éléments parce qu'ils savaient, enfin en tout cas ils craignaient qu'on donne une suite judiciaire à notre action. Après 12 ans de contamination, la source d'eau polluée a enfin été abandonnée. Et dans ma commune, maintenant, tout est réglé. Depuis 7 ans, Jean-Pierre Bellefaille fait à nouveau ce geste simple, ouvrir son robinet pour se faire un café. Mais Jean-Pierre et ses amis ont également voulu obtenir réparation auprès de la compagnie de l'eau. La preuve elle-même, ça a été une de nos difficultés, c'est-à-dire effectivement de justifier auprès du tribunal de l'achat de bouteilles d'eau. Comment on fait la question, voilà. Alors, si on anticipe sur ces problèmes, il faut garder ces notes d'achat et le mieux, c'est d'obtenir des factures de ces fournisseurs d'eau, mais ce que personne ne fait, aucun particulier ne fait. Ils ont donc calculé par foyer le nombre de bouteilles d'eau consommées au prix le plus bas du marché. Il y a 2 ans, ils ont enfin obtenu gain de cause. Le tribunal condamne la société SOR à payer à M. Roux la somme de 4 560 €. Et donc au total, on a obtenu pour 11 familles qui étaient impliquées dans notre action 32 575 € et 96 centimes. Voilà, donc ce qui était pour nous une grande satisfaction, parce qu'il est vrai qu'on nous a pris de haut pendant très longtemps, on nous a pris pour des rigolos. Pour nous, c'est quand même une très belle victoire. Cette belle bataille, seules 11 familles sur 11 000 habitants l'ont menée. Pourtant, près de 5 millions de Français ont bu au moins une fois en 2008 une eau qui ne respecte pas la norme pesticide. Il existe un toxique bien plus inquiétant. C'est le radon, un gaz hautement radioactif. Nous avons découvert sa présence dans l'eau potable grâce à des scientifiques spécialistes de la radioactivité. Nous les avons suivis en février 2010, en pleine enquête, dans le Limousin. Bruno Charéron est ingénieur en physique nucléaire.
Il dirige le laboratoire indépendant de la CRIRAD, un organisme agréé par l'État et spécialisé sur la radioactivité. Aujourd'hui, sous une pluie battante, il se rend au captage de Saint-Sylvestre. Le responsable local de la SOR, qui distribue l'eau, et son attaché de presse l'accompagnent. L'ingénieur de la CRIRAD va rechercher la présence du radon, un gaz radioactif dégagé par les sols granitiques et présent dans l'eau. C'est moi qui vous ouvrirai la porte, par contre, si c'est possible. Donc là, vous n'entrez pas dedans tant qu'on n'a pas fait la vérification. La première mesure du radon dans l'air du captage va lui prendre 10 minutes. En attendant, Bruno Charéron explique les risques de ce gaz aux responsables de la source. Ça crée des lésions dans l'ADN qui sont réparées dans la majorité des cas par notre système immunitaire, mais à force d'en recevoir, le taux de réparation fautif augmente et donc à terme ces cellules peuvent être mutées, peuvent être folles, peuvent être donc aboutir à des cancers ça peut être 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Donc c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon. Premier résultat, première surprise. Alors, il y a quand même 27 000 becquerels par mètre cube, alors qu'on est juste à l'entrée, quoi. Dans les écoles, par exemple, la norme à ne pas dépasser est de 1000 becquerels. C'est beaucoup ? Ah bah 27 000 becquerels par mètre cube, c'est pas tous les jours qu'on mesure ça quand même. Hein. Oui, c'est vraiment beaucoup. C'est-à-dire que... Devant ces chiffres alarmants, les employés de la SOR vont désormais se tenir à l'écart de notre caméra et du captage. Donc ça, c'est un masque. Là, c'est obligatoire, là. Bah oui, parce que vraiment, la concentration en radon est vraiment très importante. 27 000 becquerels par mètre cube, c'est vraiment très élevé. Tout comme notre caméraman, Bruno Charéron s'équipe dorénavant d'un masque à charbon actif pour réaliser une seconde mesure, plus précise encore, de la radioactivité. Est-ce que vous sentez que c'est un peu plus dur de respirer? Bon. Oui. C'est bon? Seconde mesure, énorme surprise. Là, cette fois, il y a 255 000 becquerels par mètre cube. Ah, on a carrément encore monté là. Ouais. Et 255 000, vous aviez déjà vu des chiffres pareils sur des captages d'eau? Ah, moi, 255 000 becquerels par mètre cube, j'ai jamais vu ça nulle part. De toute votre carrière professionnelle? Depuis 17 ans que je fais des mesures, j'ai jamais vu ça. Donc je veux dire, c'est peut-être pas la peine. Enfin, si vous filmez, bon, on a un masque avec une cartouche à charbon actif qui piège le radon, mais c'est pas la peine d'y rester trop longtemps. Cette radioactivité élevée, le responsable du captage la découvre. Manifestement, le radon n'est pas mesuré par la SOR. Vous avez jamais eu de résultat de mesure de radon dans l'eau? Jamais, non. De la part de la DAS ou non? Ouais. Jamais. La radioactivité de l'eau du captage se retrouve-t-elle au robinet des habitants de Saint-Sylvestre? Avec Christian Courbon, un autre technicien du laboratoire de la CRIRAD, nous nous rendons chez une habitante du village, Viviane Sinclair. Bonjour. Cela fait 4 ans qu'elle vit ici avec ses 2 enfants. C'est pour une analyse d'eau, c'est bien ça? Je pense à 1 litre là pour avoir suffisamment de masse. Christian Courbon prélève 5 litres d'eau pour faire une première mesure au radiamètre. Ça veut dire qu'il y a du radon dans l'eau, quoi. Parce que bon, il y a beaucoup de descendants du radon qui sont présents dans cette eau pour pouvoir le mesurer avec un radiamètre sur aussi peu de matière. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'a priori cette eau est chargée en radon. Il y a un marquage clair, voilà. Vous, cette eau, vous la buvez? Eh bien oui, on boit l'eau du robinet toute l'année. On boit que ça. On boit que ça. Les enfants aussi? Absolument.
Cette mesure au robinet n'est pas prévue par la réglementation française. On connaît les effets, mais on ne fait rien pour protéger. Voilà. Et pourquoi? Enfin, pourquoi? On aimerait bien savoir. Ouais, on aimerait bien savoir. Voilà. Pour les habitants de Saint-Sylvestre qui boivent l'eau de leur robinet, quels sont les risques de contamination? À Valence, dans son laboratoire, Bruno Charéron va analyser l'eau de Viviane Sinclair. Avec l'échantillon. Bonjour, ça va? Ouais, bonjour. Ça s'est bien passé? Ça a été. Ouais. Hop. Alors là, on en ramène un de Saint-Sylvestre. C'est de l'eau qui a été prélevée sur le captage des sauvages. Donc c'est de l'eau du robinet? Voilà, c'est ça. L'ingénieur en physique nucléaire mesure les éléments radioactifs présents dans cette eau. Et voici ce qu'il trouve en radon. On a une activité en radon de 312 becquerels par litre. Donc ça fait une dose sur l'année, si on prend les coefficients des Nations Unies, pour 2 litres par jour pour un adulte, ça fait plus de 2 millisieverts par an. Et pour un très jeune enfant, un nourrisson, qui consomme 33 centilitres par jour, ça fait 3 millisieverts par an. En clair, cette eau devrait être interdite à la consommation. 3 millisieverts, c'est 30 fois plus que la limite de radioactivité pour l'eau potable. Il y a une irradiation interne d'un certain nombre d'organes en fonction du trajet du radon dans le corps. Donc ça va concerner aussi bien l'estomac, les reins, le foie. Une partie du radon peut même atteindre la moelle osseuse. Pourquoi cette eau radioactive est-elle malgré tout distribuée? Tout simplement parce que la réglementation française fait l'impasse sur la radioactivité du radon. Les analyses réglementaires qui sont demandées pour les eaux potables comprennent un certain nombre de contrôles, sauf le radon 222, c'est-à-dire ces pics-là, qui sont pourtant dans beaucoup d'échantillons d'eau souterraine, en particulier dans les régions granitiques, qui sont les principaux contributeurs à l'irradiation des personnes qui vont boire cette eau. En avril 2010, le laboratoire a écrit à la ministre de la Santé. Il a demandé que la France mette en place une norme sur le radon dans l'eau, comme le recommande la Commission européenne depuis 2001. En Haute-Vienne, nous allons découvrir que les autorités sanitaires n'ignorent pas la présence du radon à la sortie du robinet. Jean Jaouen, ingénieur sanitaire à la DAS, va d'abord se montrer rassurant. Il présente une des analyses que ses services ont réalisées à Saint-Sylvestre. L'eau est potable? L'eau est potable et répond aux normes et aux exigences de qualité. Pourtant, en regardant de près ce document, l'eau du robinet contient de l'uranium, du radium et du polonium. Leur radioactivité dépasse la limite de 0,1 millisieverts imposée par les autorités européennes. Ah, c'est quand même supérieur alors à la norme? C'est supérieur, mais c'est compris entre 0,1 et 0,3 millisieverts. Et selon l'interprétation de l'autorité de sûreté nucléaire, l'eau peut être distribuée en état s'agissant d'une petite installation. On n'est pas vraiment tous égaux alors? On n'est pas forcément... Non, les valeurs telles qu'elles sont examinées actuellement le sont faites. Je dirais que l'interprétation reste la même pour tout le monde en France au regard des valeurs qui sont obtenues. Un jargon administratif pour justifier une radioactivité dans l'eau potable supérieure à la norme édictée par l'Europe. Pas de traces de radon sur cette analyse. Pourtant, la DAS a réalisé à Saint-Sylvestre des mesures et trouvé les mêmes teneurs que la CRIRAD. Des mesures jusque-là restées confidentielles. Est-ce que vous, ce sont des teneurs qui vous ont inquiété quand vous les avez découvertes? Oui, c'est-à-dire qu'il est évident que lorsqu'on a trouvé ces valeurs, on s'est interrogé sur leur impact et on les a transmis à l'autorité de sûreté nucléaire et dans un deuxième temps à l'Organisation mondiale de la santé. C'était il y a combien de temps que vous avez envoyé ces documents? Ça fera bientôt 1 an pour l'autorité de sûreté nucléaire et 4-5 mois pour l'Organisation mondiale de la santé. Ah oui, donc ils ont eu le temps de vous répondre. D'accord. Jean Jaouen attend toujours sa réponse. Est-ce qu'il y a d'autres communes qui ont des teneurs en radon élevés? Oui, il y a quelques autres communes. Et c'est possible de nous dire lesquelles? De mémoire, comme ça, je ne les sais pas. Non. Ou éventuellement de nous montrer une liste des communes que vous avez analysées? Oui. Oui, c'est possible? Oui. Très bien.
Oui. Vous pouvez nous le montrer? 100 communes ont été analysées. Plusieurs ont de fortes teneurs en radon, comme Jabrail-les-Bordes par exemple. Et donc ça veut dire que les habitants par exemple, de ce village-là ne savent pas en fait qu'ils ont quand même une eau avec des teneurs en radon importantes. Non. Mais vous ne trouvez pas ça gênant qu'ils ne soient pas mis au courant alors qu'ils la consomment cette eau? Oui, mais tous les résultats du contrôle sanitaire classique sont portés à la connaissance des habitants. Mais pas ça quoi. Pas ça. Parce qu'on n'a pas d'éléments sur lequel s'appuyer pour donner une consigne d'ordre sanitaire. Oui, parce que ce qui est difficile pour vous là, c'est de ne pas savoir ce qu'il faut faire de ces chiffres en fait. Tout à fait. Oui. Avec le directeur du laboratoire de la CRIRAD, nous sommes allés à la rencontre de cette commune qui présente des taux très élevés en radon. Monsieur le maire et son adjoint vont découvrir que l'eau potable de leur village est hautement radioactive. Alors ce que je voulais simplement vous montrer, ce sont des analyses qu'on a récupérées en fait à la DAS de Haute-Vienne, qui concernent en fait le radon. Ce sont des autres communes ici. D'accord, donc on fait partie des communes en plus enfoncées, si je comprends bien. Oui, effectivement, on fait partie des communes où il y a un taux de radon très important. D'accord. Et on doit s'inquiéter de ce chiffre? Est-ce que vous déjà vous avez été informé de ces chiffres? Absolument pas, du tout. Non, nous on a des analyses de radioactivité qui sont faites une fois tous les 4 ans par captage en fait. Mais non, on n'a jamais eu d'analyse de radon, en tout cas qui nous ont été communiquées, et on n'est absolument pas au courant de ces résultats. Voilà. Et comment ça se fait qu'ils fassent des analyses dans votre commune et qu'ils ne vous informent pas alors que vous êtes les élus de cette commune? Bah écoutez, c'est pas à nous qu'il faut c'est pas à nous qu'il faut poser cette question. Je pense que c'est plutôt à eux, effectivement. Moi je trouve ça un petit peu curieux. C'est vrai que c'est curieux. L'eau atteint parfois 1300 becquerels. Pour la Commission européenne, il ne faudrait plus boire l'eau du robinet au-delà de 1000 becquerels. Et pour Bruno Charéron, avec 50 fois moins de radon, les habitants sont déjà en danger. Il suffit d'avoir dans l'eau seulement 20 becquerels de radon par litre pour dépasser la dose qui est recommandée à ne pas dépasser pour la boisson. Et comment on peut éliminer le radon? Donc pour éliminer le radon, il y a le fait de faire circuler de l'air, de brasser cette eau avec de l'air extérieur qui est peu chargé en radon, pour forcer l'eau à dégazer son radon. Et puis il y a des systèmes de filtration, par exemple à charbon actif. Mais bon, c'est pas simple. Hein. C'est vrai que moi je suis prêt à faire tout, on est prêt à faire tous les aménagements possibles sur le réseau d'eau pour être dans les normes, pour être quoique dans certaines limites. Mais il n'y a aucun problème, mais c'est que derrière il faut le financer et nous on ne peut pas le financer. À Jabrail-les-Bordes, le maire est désemparé. À Saint-Sylvestre, un habitant a reçu 10 jours plus tôt les analyses de la CRIRAD. Depuis, Vincent Defaille et sa famille ne boivent plus que de l'eau en bouteille. Alors ça, c'est tout votre stock d'eau? Une petite partie, puisqu'on va faire les courses samedi, donc on en rachètera d'autres. Mais bon, c'est le stock d'eau en priorité pour les enfants. L'eau de la cantine aussi, elle a du radon, donc sur le coup, on a donné des petites bouteilles d'eau à nos enfants, ce qui n'était pas facile pour la cantinière, pour tout le monde, et puis même pour les enfants eux-mêmes, puisque pourquoi nous, on ne boit pas de l'eau, elle n'est pas bonne l'eau, plein de questions. C'est les seuls enfants qui avaient ces petites bouteilles? Bah oui, et puis là, en fait, on continue, mais bon, on se rend compte que, voilà, celle du milieu nous a dit, bah non, moi ça m'énerve de boire de l'eau en bouteille, donc je fais comme les autres. Tous les soirs, Vincent fait l'inspection des cartables de Léonie, 5 ans, et Edgar, 7 ans. Lorsqu'il découvre des bouteilles presque pleines, ce père de famille ne peut s'empêcher d'angoisser. Voilà, bon, par exemple, Edgar, il a sa petite bouteille. On se pose la question aussi, quand ils n'ont pas bu, est-ce qu'ils ont bu? Donc, et c'est encore pire s'ils boivent pas que si, enfin bon, c'est horrible. Et, bon, après, voilà, donc on préfère, il y a des moments où je me dis, bon, buvez quand même de l'eau, mais si vous pensez à votre bouteille d'eau, buvez de l'eau voilà, bon, moi je suis un habitant que c'est pas vraiment quoi faire, quoi. Combien d'habitants de la Haute-Vienne boivent une eau chargée en radon? D'après les documents que nous nous sommes procurés, au moins 16 communes
délivrent une eau du robinet très radioactive. Pour les autres départements, aucune analyse officielle n'est disponible. Le laboratoire de la CRIRAD poursuit ses recherches. Il s'intéresse à présent à l'Ardèche, le Puy-de-Dôme et la Loire. Il existe une pollution de l'eau encore plus méconnue. C'est la dernière menace, un cocktail de 3000 molécules qui circulent dans nos tuyaux. Ce sont des résidus de médicaments. Les Français sont les plus gros consommateurs européens de médicaments. On les retrouve dans l'eau depuis quelques années, mais on ignore encore les effets sur notre santé. C'est une partie de pêche un peu particulière qui se joue sur les bords de la Seine, non loin de Rouen. Ici, les pêcheurs de Gardon travaillent pour la science. Christophe Minier étudie l'impact des médicaments sur les poissons. Oh là là, ça c'est de la bête. Cet écotoxicologue de l'Université du Havre s'intéresse surtout aux hormones féminines, comme la pilule contraceptive, très présente dans la Seine. Les personnes prennent la pilule, la métabolisent, l'éliminent via les urines, elle se retrouve dans les stations d'épuration. L'un n'est pas totalement éliminé et finalement dans le milieu. Ça se retrouve comme ça dans la Seine Dans la Seine, dans nos poissons. C'est un mâle. Ces chercheurs s'intéressent surtout aux mâles et à leurs testicules. Voilà les deux testicules du gardon que je viens de prélever et qu'on va analyser. Ce qu'on a pu constater, nous, c'est que justement certaines protéines qui sont normalement exclusivement femelles, eh bien on les trouve dans le plasma des mâles. Hein, ce qui montre une féminisation d'une population d'individus mâles. Les poissons se féminisent, en partie à cause des hormones féminines. Un peu partout dans le monde, les scientifiques font le même constat. Gardons, moules ou goujons pourraient être menacés de disparition. Si on se réfère à d'autres études qui ont été menées, mais cette fois-ci dans des milieux particuliers, dans des milieux fermés, dans des lacs, eh bien, les Canadiens ont pu publier qu'en contaminant pendant 3 ans avec uniquement la pilule contraceptive avec des niveaux qui sont comparables aux nôtres, eh bien, en 7 ans après, la population a disparu. La féminisation des poissons ne se voit pas à l'œil nu. Depuis 13 ans, Christophe Minier observe leurs testicules au microscope. En 1998, en disséquant un chevenne, il est tombé sur un spécimen inquiétant. J'ai une image assez extraordinaire parce qu'on voit un testicule ou une partie d'un testicule de chevenne ici, qui est apparemment plutôt normal. Ce qui est très très particulier, c'est que sur ce testicule est en train de se développer un ovaire. Et on voit typiquement là, au grossissement que c'est vraiment des tissus connectés et que c'est bien un ovaire qui est, avec ses différents ovocytes ici, qui est en train de se développer sur le testicule. Dans certains fleuves ou rivières, ces mâles qui se féminisent sont loin d'être une exception. Nous, dans les sites pollués, on a de 4 à 40% de poissons intersexués. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Les Anglais ont eu des sites jusqu'à 100% intersexués. Nos rivières et nos fleuves ne charrient pas que des hormones. Ils sont devenus une pharmacie à ciel ouvert. Le docteur Joël Spirou a remonté le fil de l'eau. Sa recherche l'a mené à la sortie des eaux usées de l'hôpital de Rouen et de ses 8000 malades. Comme partout en France, ces rejets ne sont pas traités. Toutes les eaux usées passent par là, donc à la fois les water et puis les lavabos, etc. Tous les bains, enfin tous les rejets liquides du CHU et du centre Becquerel, du centre de traitement contre le cancer, arrivent ici, sont collectés ici avant d'être répartis dans la circulation de l'agglomération. Les urines et les selles des malades véhiculent plus de 3000 molécules, la gamme complète de nos médicaments. Le docteur Joël Spirou a recherché et trouvé une trentaine d'entre eux. Des antiépileptiques, des antidépresseurs, des laxatifs ou encore des antidouleurs que la pharmacie centrale délivre tous les jours à ses patients. Donc ici par exemple, vous avez le Demla patch par exemple. C'est quoi ça? Donc ça c'est un antidouleur en fait qu'on pose en patch avant de faire des injections éventuellement. Là vous avez du spasmo injectable. Donc ça c'est pareil, c'est
un antispasmolytique. Ça fait partie des classes thérapeutiques qu'on a retrouvées dans les effluents du CHU, ce qui est normal puisque les patients qui les consomment les éliminent d'une façon ou d'une autre. Donc ça veut dire que voilà, il y a une problématique de santé environnementale à évaluer de façon sérieuse. À Rouen, l'hôpital n'est pas le seul à rejeter des médicaments. Les 550 000 habitants aussi. Que deviennent les 3000 molécules qui s'accumulent dans les eaux usées? Elles sont acheminées dans cette station d'épuration. Ici encore, le docteur Joël Spirou a réalisé des analyses. Une fois traitée, l'eau contient toujours les résidus des médicaments. On retrouve entre 70 et 80% des médicaments qu'on a retrouvés à l'entrée de la station d'épuration. C'est une preuve, s'il en fallait une, que ces stations d'épuration ne sont pas prévues, elles n'ont jamais été prévues pour retenir les résidus médicamenteux. Par exemple, le tramadol, on s'aperçoit que par an, on laisse repartir 78 kilos d'antalgiques dans la Seine. Alors, me direz-vous, 78 kilos, c'est pas grand-chose, mais c'est pour un bassin de population relativement restreint. Et pour une seule molécule. Et pour une seule molécule, et si on rapportait ça à toute la France, ça peut être colossal. Et le plus soucieux, c'est qu'on ne sait pas le devenir de cette molécule dans l'environnement. Tous les ans, la station de Rouen rejette des milliers de kilos de médicaments dans la Seine pour 30 molécules analysées seulement. Et l'eau de la Seine, comme les autres fleuves de France, alimente nos robinets. Cela commence à préoccuper les autorités. Depuis octobre 2009, des scientifiques collectent à Nancy des échantillons d'eau en provenance des 4 coins de la France. Ils travaillent pour l'AFSA, l'agence de l'État qui surveille notre sécurité alimentaire. C'est près de 600 points de prélèvement qui arrivent ici au laboratoire, qui viennent de tous les départements français. On a environ entre 2 et 5 points de prélèvement par département. Et là, à titre d'exemple, vous avez des cartons qui proviennent des départements 71, 72, 74. Donc là, ce sont les départements qui viennent d'être prélevés aujourd'hui. Dans le laboratoire, les scientifiques recherchent depuis quelques mois les 40 médicaments les plus consommés en France. Un ingénieur a accepté de nous révéler les molécules déjà identifiées dans les échantillons d'eau potable. On a pu mettre en évidence des molécules comme la carbamazépine à un certain niveau de concentration. Donc la carbamazépine, on va la retrouver ici, donc c'est un neuroleptique. Donc c'est une des premières molécules qu'on a retrouvées sur les 3 bassins qui ont été étudiés. Donc le bassin Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée-Corse et Loire-Bretagne. Qu'est-ce qu'on a pu trouver d'autre? Alors on a également trouvé l'aspirine, ce qui est à peu près normal puisque grosse consommation. Et également donc de la metformine, pour les diabétiques en fait, comme molécule. Ce sont les seuls exemples que l'ingénieur nous livrera, mais rien sur les quantités trouvées. Ces molécules, quand vous les retrouvez dans l'eau, c'est à quelle teneur en fait? C'est difficile par rapport à notre activité là, enfin, de vous dire une teneur dans le sens où notre demandeur pour l'instant n'a pas eu accès aux données. C'est un ordre de grandeur, hein, c'est oui, non, mais l'ordre de grandeur, c'est, enfin voilà, je peux pas vous dire parce que pour l'instant, on sait qu'on a retrouvé un certain niveau, mais ce niveau-là, il faut le confirmer, il faut le valider, et il faut l'être sûr parce que vous imaginez derrière les associations de consommateurs qui vont nous dire attention, vous avez dit que vous aviez trouvé que 100, et si on a le malheur de trouver dans une autre traitée 300 ou 400 nanos, admettons, imaginons, ils vont dire ah oui, vous aviez dit que vous aviez que 100. Donc, vous avez peur que ça affole les gens en fait. Voilà. Les résidus de médicaments peuvent-ils nous rendre malades? Cet été, l'État recevra les résultats de cette étude nationale qu'il a commandée. Il connaîtra alors la quantité de médicaments que les Français boivent un peu partout sur le territoire. Les autorités sanitaires informeront-elles la population? Seul le ministère de la Santé a la réponse à cette question.